Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast où les prises de parole engagées résonnent comme des déclarations d'indépendance, où les mots, comme les silences, deviennent des actes forts. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, votre guide dans cette exploration des voix qui osent. Je transmute vos peurs en audace et vos hésitations en déclarations vibrantes. Mes invités vous donnent le là. Rappelez-vous, dire plutôt que taire, oui. Oui, votre voix aussi, et autant que celle de ceux que je reçois à ce micro, qu'elle soit murmure ou tonnerre, porte en elle une puissance qui ne demande qu'à éclore. Salut tout le monde! Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de soutenir une initiative luxembourgeoise dont j'ai eu vent à peine avions-nous terminé d'enregistrer cet épisode avec Marie-Béatrice Noble. Il s'agit de Left Lovers, une mini-entreprise imaginée par 5 jeunes garçons dans le cadre du programme destiné aux lycéens et orchestré par l'ASBL Young Entrepreneur Run. Et ça m'a particulièrement touchée. Oui, 5 jeunes et qui plus est, 5 jeunes garçons qui s'engagent pour réduire le gaspillage alimentaire et les inégalités sociales au Luxembourg. Ils en parlent bien mieux que moi. Liam d'abord, puis Ellie, Benny et Gabriele, à vous le micro. Et puis petit clin d'œil à Raphaël qui n'était pas disponible ce jour-là. Left Lovers, c'est une mini-entreprise créée par 5 jeunes motivés du lycée de la Ligne Meierich qui a pour but de combattre le gaspillage alimentaire au Luxembourg. Le Luxembourg est un des pays qui pollue le plus. On est le 2e pays mondial à dépasser notre Overshoot Day. On jette énormément de nourriture et il n'y a pas d'initiative comme Left Lovers qui combat le gaspillage alimentaire ici. En France, en Belgique, en Allemagne par exemple, il y a Too Good To Go qui a un fonctionnement très similaire au nôtre. Mais il n'y a pas ça ici. Avant, il y avait par exemple Swoople, ici au Luxembourg, qui combattait le gaspillage alimentaire, mais ça n'avait pas le même fonctionnement que nous et ils ne sont plus au Luxembourg. Donc à part les initiatives sociales, il n'y a pas d'initiative qui en même temps supporte le commerçant local et qui en même temps combat le gaspillage alimentaire. Et c'est pour ça que nous avons créé Left Lovers. Moi, j'ai bossé dans une boulangerie il y a 2 ans et chaque soir, je voyais des produits encore très bons finir à la poubelle parce que soi-disant, ils étaient plus vendables le jour d'après. Moi, ça m'a marqué parce que j'ai grandi avec des valeurs anti-gaspi et chez nous, on réutilisait tout. En creusant, en m'intéressant au sujet, j'ai vu que le gaspillage alimentaire pollue énormément en CO2, en eau ou en énergie. Et au Luxembourg, il n'y a pas vraiment de solution locale. Alors avec mes amis, on a lancé Left Lovers. On s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi pas une application, un site internet 100% luxembourgeois. Donc Left Lovers, c'est une plateforme où vous récupérez les invendus des commerçants à petit prix sous forme de sachets anti-gaspi surprise. Donc pour le moment, on a un site internet, mais on planifie de s'expandre et de créer une application dans le futur. On entend parfois que gaspiller un peu de nourriture, ce n'est pas si grave. Pourtant, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le gaspillage alimentaire est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est plus que tout le secteur aérien réuni. Avec Left Lovers, on propose une solution gagnant, gagnant, gagnant. Les commerces ne jettent plus, ils vendent. Les clients mangent bien à petit prix et la planète respire un peu mieux. Chaque sachet vendu, c'est un déchet évité. C'est concret, c'est local et surtout, c'est accessible à tout. Personnellement, ce qui a changé dans ma manière de consommer, c'est qu'avant, je me disais entre guillemets que c'était chiant de consommer de manière plus réfléchie et plus soutenable. Avec Left Lovers, j'ai eu un déclic. J'ai appris qu'avec des petits efforts, on peut rapidement transiter à une consommation plus responsable, plus écologique. Le jeudi 22 mai prochain, nos Left Lovers Boys participeront à la finale des mini-entreprises pour décrocher peut-être le titre prestigieux de meilleure mini-entreprise de l'année et ou l'un des prix thématiques du marketing à la finance en passant par le plan d'affaires et l'entrepreneuriat social. Vous pouvez les soutenir en votant pour eux via une page dédiée sur le site de Young Entrepreneur Run, dont je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Allez, on y croit.
Et en attendant le verdict, place à une femme passionnée elle aussi par ces questions d'alimentation, sensible à l'impact négatif de notre régime alimentaire actuel sur la planète, au rôle considérable que joue l'alimentation industrielle dans la détérioration de notre santé, la perte de la biodiversité, le changement climatique, l'injustice sociale et un cruel manque de respect pour les animaux. Marie-Béatrice Noble est en revanche une femme solaire, rayonnante, joyeuse, qui aborde ces sujets fondamentaux sans jamais se départir de son sourire et surtout, elle est dotée d'une immense ouverture d'esprit. Avocate d'affaires devenue ambassadrice du pacte climat, un virage qui peut sembler un peu radical, mais qui en réalité reflète un cheminement profond qui a été assez lent, au cours duquel son écologie intérieure a précédé et nourri cette fameuse écologie extérieure. Elle nous en parlera plus longuement. Alors comment est-ce qu'on transforme une prise de conscience personnelle en un mouvement collectif? Comment créer des ponts entre des mondes qui semblent opposés, entreprise et activisme environnemental? Et puis, comment parler d'écologie, encore une fois, sans culpabiliser, sans surajouter à l'éco-anxiété ambiante, tout en distillant l'information suffisante pour donner envie de passer à l'action? Eh bien, Marie-Béatrice nous montre qu'il ne s'agit pas de convaincre, mais d'incarner, qu'il ne s'agit pas, non, d'imposer nos croyances, mais de partager notre cheminement. Je vous laisse glisser doucement dans cette conversation qui pourrait bien être le catalyseur de votre propre métamorphose. Bonjour Marie-Béatrice. Bonjour Anne-Claire. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Je voulais déjà présenter un petit peu le cadre parce que tu étais avocate d'affaires et puis tu es devenue ambassadrice pour le pacte climat. Waouh, un sacré grand écart, enfin en apparence en tous les cas. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce changement? Qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à prendre la parole publiquement sur ces sujets? Et puis peut-être avant de nous redire ce que c'est qu'être ambassadrice du pacte climat. Oui, je suis ambassadrice pour le pacte climat depuis 2 ans. Pour remettre un peu de contexte, l'Europe a pris un pari assez innovant et révolutionnaire en souhaitant devenir le continent qui est neutre d'un point de vue carbone en 2050. Sacré challenge. On le sait pas forcément, mais c'est vrai que de ça a découlé des tas de réglementations de manière à ce que, en fait, l'accord de Paris, qui date de 2015, donc c'est encore très récent, soit décliné dans toutes les réglementations européennes qui ensuite impactent les pays d'Europe individuellement. Dans ce cadre-là, l'Europe a aussi pensé à créer des leviers intermédiaires qui sont les individus, les communes et les entreprises, de manière à ce qu'elles soient un peu un porte-parole de ces initiatives-là, qu'elles fassent relais. Et donc, en fait, à Luxembourg, il y a 1 an, on a créé pour la première fois une représentation citoyenne. Donc, on est 30 à faire ça. Oh, C'est beaucoup, oui. avec des intérêts extrêmement variés, et ça, c'est génial. Des jeunes, des moins jeunes, et on est très bien coordonné par le CEL, qui est notre coordinateur national, et donc c'est un groupe très dynamique. Pour devenir membre, il faut postuler, rentrer un dossier, s'engager à l'exemplarité, s'engager à informer et aussi à dynamiser des communautés. Voilà. Ça, c'est le pacte climat. Mais c'est vrai qu'avant de faire ça, j'ai eu une carrière d'avocat d'affaires que j'ai adorée pendant 25 ans, un peu par les hasards de la vie. Une carrière, un cabinet qui a été cofondé avec Katia Scheidecker, qui est devenue une de mes meilleures amies. Un cabinet très féminin, un cabinet différent, où l'humain avait beaucoup de place. Et puis, à 45 ans, je crois que j'avais rempli la mission que m'avait donnée ma maman, qui était mère célibataire, et qui m'avait dit, à moi et à ma sœur, tu dois jamais dépendre d'un homme financièrement. Et en fait, j'avais rempli cet objectif-là, et du coup, je me suis sentie libre de faire autre chose. Donc, j'ai pris ma retraite.
Et c'était une grande page blanche, une période assez perturbante de perte d'identité, de sortir de sa zone de confort, d'un espèce de statu quo. En fait, la transition, c'est comme un trapéziste. On tient son trapèze au cirque et puis on se balance. Et puis on sait qu'à un moment, on doit se jeter dans le vide en espérant que derrière, l'autre trapéziste va attraper les poignets. Et en fait, c'est ça la transition. C'est ce moment où on lâche le trapèze et on prie très très fort pour que ça se passe bien. Et donc voilà, c'était une phase. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais ne plus être dans le fer, je voulais sortir de, en fait, abandonner mon cerveau gauche et donner la parole au cerveau droit. Et donc, faire le moins possible, m'asseoir sur mon zafou de méditation, faire du yoga, redonner de la place à mon corps qui avait été mis sous silence pendant toutes ces années d'investissement total, cérébral et émotionnel dans mon travail. Voilà, et ça a pris beaucoup de temps avant que quoi que ce soit n'émerge. Et puis finalement, complètement par hasard, avec mon mari, on a été dans un établissement pour faire un check-up de santé après notre retraite. Et là, on a hyper bien mangé végétarien, de quasiment de façon gastronomique. C'était une révélation. Déjà. Et puis le soir, ils projetaient des films et on a été voir des films qui expliquaient pourquoi, d'un point de vue santé, environnemental, végétaliser son assiette, c'était important. Et là, tous les deux, on s'est pris une claque, mais vraiment une claque. C'était vraiment très soudain, très fort et voilà. Et ça a été mon déclic. Parmi d'autres, parce qu'en réalité, si on regarde dans le détail, on voit c'est comme une crise de quarantaine, c'est un ensemble de facteurs qui poussent, et à un moment, ça arrive. C'est pas volontaire, c'est plus fort que, voilà, c'est inconscient et ça se manifeste. Et puis à partir de là, ben, je suis rentrée en université pour comprendre l'état du monde. J'ai beaucoup lu. J'ai été dans un émotionnel extrêmement difficile avec l'éco-anxiété, la peur, l'impuissance, la colère. Et puis après, je me suis dit, OK, maintenant, tu fais quoi de ça? Et c'est surtout mon mari qui m'a dit, Marie, là, tu me déprimes. Quand tu passeras à l'action, reviens m'en parler. Donc je me suis dit, OK, il faut changer d'état. Et donc j'ai commencé à lire comment s'inspirer, comment donner du sens à sa vie. Et bien évidemment, c'était beaucoup plus positif. Et aussi, quelles sont les solutions pour résoudre cette problématique environnementale? Et il y en a plein, et il faut juste les faire passer à l'échelle. Donc voilà, du coup, j'ai postulé pour devenir ambassadeur climat et la boucle était bouclée. Et en fait, pourquoi j'ai pris la parole? Parce que j'étais vraiment en colère contre le silence radio des médias sur cette problématique, bon, en particulier de l'alimentation et de son impact sur la planète. C'est quand même 25% des gaz à effet de serre, entre 25 et 30% qui viennent de l'agriculture et de l'alimentation. Donc c'est colossal, alors qu'on parle que des énergies fossiles et du coup qu'on se sent impuissant face à ces problématiques-là, alors que l'alimentation, on fait des choix tous les jours. Donc voilà, je pensais qu'il y avait un manque colossal de sensibilisation et que je voulais porter cette voix. Finalement, quand on t'écoute, on se dit que le chemin, il avait commencé déjà bien en amont. Quand tu expliques que vous aviez un cabinet innovant avec une sensibilité féminine, que, ok, tu mets sur pause, et la pause, on sait que c'est essentiel pour faire émerger quelque chose de nouveau. Quand progressivement, on se cherche, on se pose sur un zafou, on fait du yoga, on a une conscience différente de soi. Bon, je me dis, non, c'est pas venu brutalement, c'est peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a appuyé sur la lumière, mais qui était déjà dans la pièce pour cette prise de conscience dont tu parles et parfois des choses comme ça qui deviennent évidentes parce que de l'extérieur on nous envoie une information, mais on était déjà sur le chemin, ce qui t'a permis probablement de pas être dans cette résistance dont tu parles, la colère, etc., que tu as pu peut-être les dépasser et justement trouver une voie innovante aussi sur ces questions environnementales
après une carrière qui était, elle, dans un domaine, enfin, ma foi, très différent. Oui, en fait, je pense que le déclencheur, c'est ce stage comme ça d'une semaine, mais en réalité, j'aurais pu faire ce stage et qu'il se passe rien. Ce qui s'est passé avant, c'est que j'avais, par mon travail sur mon corps et sur la Mmh. méditation, en fait, j'avais un peu déjà fractionné ma carapace, Mmh. mon mode défensif qui me donnait l'impression d'une certaine sécurité et qui me coupait de mes émotions. Quand ça a commencé à se fissurer, je suis devenue ouverte à des émotions pas toujours agréables. Et c'est parce que j'étais ouverte à cet émotionnel dans la vulnérabilité que j'ai pu me connecter à la souffrance de la terre, à l'injustice sociale, etc. J'avais ouvert la possibilité d'entrer en connexion avec ça. Sans être submergée non plus. En étant submergée, mais après, trouver l'équilibre. Oui, c'est ça. Trouver l'équilibre et trouver la voie d'action pour que les choses évoluent. Alors justement, comment est-ce que tu mets tout ça en action? Est-ce que c'est à travers un engagement dans une association? Est-ce que tu as fondé une entreprise? Quel est le cadre qui te permet d'activer tout ce dont tu viens de nous parler, en plus d'être ambassadrice pour le climat? Oui, alors je me suis pas mal questionnée quand j'ai postulé pour être ambassadeur. Je voulais créer une association végétarienne. Puis après, je me suis dit, en fait, je suis pas végétarienne, je suis flexitarienne, donc déjà, ça n'allait pas. Et puis après, je me suis dit, ah, mais il y a déjà une association végane qui est très bien. En fait, on n'a pas vraiment besoin de toi. J'ai rencontré les ONG et je me suis dit, mais il y a des gens qui portent très bien le message que tu as envie de porter. Donc, pourquoi leur faire une forme de compétition? Donc, je me suis dit, en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'on collabore et que on arrive à faire des choses qui ont plus d'impact, plus de visibilité, idéalement à l'échelle nationale. Donc ça, c'est déjà ça. Donc mon projet d'association est tombé à l'eau très vite. Après, je me suis dit, OK, je vais faire un site internet, je vais faire un blog. Mais je me suis dit, mais en fait, moi, je suis pas sachante, je suis pas un scientifique, voilà, c'est pas ça mon message. Ce que je veux porter, c'est mon expérience, en fait, être un benchmark, et aussi rester flexible et dans la spontanéité. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais communiquer sur LinkedIn. Finalement, c'est un outil professionnel et moi, je vois mon action bénévole comme totalement professionnelle, super connectée à un réseau avec une approche carrée, profonde, pas dogmatique, etc. Donc, je me suis acheté un LinkedIn pour les nuls, hein, parce que mes premiers posts, je les ai postés 5 fois, deletés, repostés, parce qu'il n'y avait jamais la photo comme il fallait. Il y avait des fautes d'orthographe partout. Mon mari disait, mais Marie, tu peux pas écrire ça, c'est pas possible. Donc, j'ai un peu cafouillé. Mais en fait, ça a été une super bonne approche parce que je suis partie avec un réseau d'avocats d'affaires, d'anciens clients, etc. Et aujourd'hui, j'ai 4600 followers, principalement à Luxembourg. Et l'interaction est super bonne. Je prends pas ça comme un réseau virtuel, pas du tout. Je lis vraiment les profils des gens qui me contactent et que je contacte. Et quand je sens que on a beaucoup de centres d'intérêt, ben, je propose tout de suite un café. Et du coup, l'année dernière, j'ai rencontré pas loin de 200 personnes. C'était vraiment un truc enfin, super enivrant, quoi. Avec un spectre super, super large. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pas besoin, en fait, de faire quelque chose de sophistiqué. Il faut suivre l'élan et puis voilà. Ça me fait plaisir de t'entendre dire j'ai pas besoin de faire quelque chose de super sophistiqué parce que souvent on nous explique qu'il y a tout un process marketing à mettre en place si on veut toucher notre cible, etc. Et finalement, en t'écoutant, on se dit que en faisant des posts qui sont vraiment riches, parfois tu donnes juste une piste et parfois tu écris longuement sur LinkedIn, finalement, rien que ça, et en rencontrant vraiment les gens, ben, tu actives ce que tu as envie de mettre en place et je trouve ça génial. Donc, merci pour ce premier message. Et parler d'environnement, justement, et de consommation responsable, de type de régime alimentaire, ça peut susciter des résistances.
j'imagine, parmi les gens que tu contactes, tout le monde n'est pas tout de suite favorable ou conquis à ta cause. Comment est-ce que tu parviens à aborder ces sujets qui sont, ma foi, assez sensibles en évitant ce dont tu parlais tout à l'heure de générer soit une forme de culpabilité chez l'autre ou une forme d'éco-anxiété, mais on peut même peut-être enlever le écho d'anxiété tout court face à la situation. Oui, alors là, j'ai aussi un peu cafouillé au début, hein, je me suis cherchée. Je pense que le plus important, c'est de pas essayer de convaincre. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est pas un concours de croyances. Donc, en fait, idéalement, j'essaie juste d'incarner et d'être une source d'inspiration par le chemin que j'ai expérimenté et qui est transformationnel et j'ai envie que ça soit ça qui interpelle les gens. Je pense que c'est le cas, vraiment. Ah, merci. Franchement, c'est comme ça que moi je t'ai rencontré aussi. C'est par tes posts, par ce que tu écrivais. Puis on a eu quelques échanges. J'avais assisté à la projection d'un film dans le cadre du festival alimentaire. Et je pense que ce que tu résumes est vraiment ce que tu transmets. Et merci. Et merci aussi d'expliquer que c'est comme ça que ça doit passer. C'est pas en mettant des formes de costumes qui ne nous iraient pas, mais c'est en étant vraiment et en transmettant un message qui nous fait vibrer de l'intérieur finalement et qui résonne avec ce qu'on a vécu, qui va entrer à son tour en résonance avec le vécu ou non des gens en face de nous. Donc merci pour ça. D'ailleurs, tu mentionnes qu'il faut un peu, je cite, de courage pour changer la conversation avec son entourage. J'imagine qu'effectivement, ça a dû être un petit peu délicat à certains moments. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu, si tu as observé des conséquences, qu'elles soient d'ailleurs positives comme négatives, de cette prise de parole nouvelle finalement sur un sujet qui n'était pas forcément le tien au préalable, une prise de parole, ma foi, engagée? Alors, c'est vrai qu'il faut du courage. C'est quelque chose d'assez intime, ce qui se passe quand on a un nouveau regard sur le monde et on est les premiers à être déstabilisés, de plus être exactement la même personne qu'on était. La question peut se poser de se dire, bon, bah, je vais garder ça pour moi dans mon cadre amical parce que je veux pas le mettre ça en danger. Et donc, d'être low profile où les gens peuvent aussi avoir la tentation de plus nous voir pour pas se retrouver avec cet effet miroir. Parce que finalement, on part d'un monde dans lequel on fait partie d'un clan, on obéit à des règles très communes et ça nous soude. Et puis, s'il y en a un qui rentre en dissonance, eh ben, ça bouscule, en fait, l'ensemble des équilibres. Et c'est pas facile, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais en fait, je me suis vraiment interrogée sur c'est quoi l'amitié? Et finalement, bah, après ma carrière professionnelle, j'ai déjà perdu beaucoup de gens où les liens étaient peut-être plus professionnels qu'intimes. Donc, ce qui me restait, c'était quelque chose de fort, de long terme, qui était important pour mon mari, pour moi. Et donc, c'est quoi l'amitié? Bah, finalement, l'amitié, c'est accepter l'autre dans son altérité, c'est d'accepter son authenticité, et puis c'est de partager. Donc, cette voie je reste low profile, je ramène pas ma fraise, finalement, elle serait antinomique avec ce partage et cette authenticité. Donc il faut y aller. Mais après, je pense que moi, comme c'est moi qui bouscule, j'ai une responsabilité vraiment première d'être ancrée quand je suis en discussion. D'abord, je ramène pas forcément la discussion, mais si on m'en parle, c'est ma responsabilité de créer un cadre qui soit convivial, bienveillant, tolérant et de peser mes mots. Et parfois c'est plus tendu. Donc ça, c'est les moments un peu difficiles. Et dans ce cas-là, j'insiste pas parce que chacun a son chemin. Moi, je perds pas de vue qu'il y a 2 ans, j'avais aucune conscience écologique. Et aussi, je rassure les gens que je les aime et que même si on a une divergence sur ce point-là, par exemple, bah ça met pas du tout en péril quoi que ce soit et que je chéris notre relation. Voilà, donc et après les effets positifs, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que j'en parle beaucoup autour de moi, bah, ils sont incroyables. Ils sont incroyables.
Et parfois, les gens avec qui on a eu une discussion animée, etc., mon mari, il me dit en rentrant, écoute Marie, faut y aller mollo, etc. Puis je les revois 6 mois après, et là, waouh, ils ont vu des documentaires, ils ont changé leur alimentation, c'est eux qui viennent me parler de Jankovic, enfin voilà, et là, waouh, c'est feu d'artifice, quoi. On se rend vraiment compte que en fait, il y a vraiment une ouverture très très forte, beaucoup plus qu'on pourrait croire. Oui, mais je pense que ça vient probablement de ce que tu disais au tout début, c'est pas un ping-pong de croyances et c'est pas non plus vouloir convaincre. C'est intéressant de se pencher sur cette question de pas vouloir convaincre, mais simplement de partager, de planter une graine éventuellement et juste de dire, ben, c'est ça mon chemin. Si tu y adhères pas de souci, on continue à cheminer ensemble. Mais moi, je vais plutôt aller dans cette direction, et puis peut-être qu'un jour on se rejoindra, et ça veut pas dire qu'on va se séparer, ça veut juste dire qu'on va être sur des voies parallèles, mais tous les chemins mènent à Rome ou ailleurs. Donc, est-ce que tu adaptes ton discours en fonction des gens qui sont en face de toi? Ça peut paraître un peu simpliste, cette question, mais dans des podcasts précédents, j'ai entendu notamment Maud Reisman dire, ben, finalement, non, je reste sur la même façon de m'exprimer. Alors évidemment, avec des nuances, on est bien d'accord, mais j'ai une forme d'authenticité, je dis les choses avec spontanéité, et voilà. Et alors, est-ce que toi, c'est un petit peu ça aussi, ou est-ce que tu as l'impression quand même que tu essayes ou est-ce que c'est un impératif d'ailleurs, d'adapter en fonction de, ben, en face de moi, j'ai un décideur, j'ai une entreprise, ou j'ai une personne, comme tu disais, que je chéris, que je connais, un grand public. Non, je dirais comme Maud que moi, ma voie d'entrée, c'est l'intimité. Finalement, c'est que j'ai un citoyen ou une organisation en face de moi, j'ai toujours un individu. Et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans cette relation en one-to-one que, voilà, je fais pas de public speech, c'est pas mon domaine d'expertise, je pense pas que je sois particulièrement douée pour faire ça, mais j'aime bien me connecter, j'aime bien entendre les témoignages des gens en face de moi. Il y a toujours un moment où ça vibre. Et donc, je pense que ça, c'est important. Après, il y a des publics qui sont avertis. Par exemple, dans les organisations, les proviseurs d'école, les responsables RSE. Donc là, on va plus parler de l'action, de ce qu'on peut faire ensemble. Quand le public est moins averti, ben là, il faut passer un peu du temps sur l'état des lieux. Il faut déculpabiliser et aussi parce qu'il y a un problème d'ignorance, mais il y a aussi un gros problème d'impuissance. Donc il faut essayer, enfin j'essaye d'insuffler cette idée que l'action individuelle, quand elle est démultipliée, qu'on est 8 milliards à la prendre, elle est forte. C'est le rapport Meadow qui parle de la croissance. Hein, tout le monde parle de la croissance, du besoin de décroissance. Il explique le caractère exponentiel de ça. Donc si tous les ans on fait 2% de croissance, au bout de 36 ans, on a doublé. C'est là qu'on voit la pression sur la planète quand on double la population, etc. Mais à l'inverse, si on baisse de 2% tous les ans, ça paraît pas beaucoup, mais en 36 ans, on a diminué par 2. Donc, Eh oui, chaque oui. action individuelle, si tu la revois comme ça, elle commence à vraiment faire sens, tu vois. Donc, les objectifs climatiques, je crois que là, il faut réduire. Alors maintenant, comme on a pris du retard, c'est plutôt 5% par an. Mais au début, c'était 1 ou 2% par an. Donc, voilà. J'essaie de redonner confiance que l'action individuelle est impactante. Oui, finalement, l'océan n'est formé que de gouttelettes d'eau. On est bien d'accord. Voilà. Quand tu en as 8 milliards, ça On fait peut différent. décider, les 8 milliards, d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est à nous de faire le choix, effectivement. Ouais. Tu l'as un petit peu évoqué préalablement, et ça paraît naturel quand dans un écosystème, il y a quelque chose, il y a un pilier ou il y a un pion qui change de direction, qui se déplace ou qui a fait un appel d'air, forcément ça crée une sorte de remise en question de l'ensemble. Est-ce que toi, tu as quand même observé dans ton entourage, ou direct ou indirect d'ailleurs, des changements un peu tangibles suite à cet engagement que tu as pris, notamment sur l'alimentation durable, mais aussi sur l'environnement et l'écologie au sens un peu plus large du terme? Bon, alors voilà, ça fait, comment dire,
Là, il faut que j'ai vraiment de l'humilité par rapport à ça, parce que ça fait moins de 2 ans que je fais ce que je fais. Oui, mais en moins de 2 ans, tu as fait déjà beaucoup. Ouais, ça fait qu'1 an que j'ai posté mon premier post. C'est Bah dingue. oui, c'est pour ça. Tu parlais tout à l'heure de phénomènes qui s'amplifient, qui sont exponentiels. On peut dire que c'est exponentiel tes posts. Ouais, c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu 10 ans là-dedans. Mais après, je pense que Luxembourg est un pays extraordinaire pour ça. On a un champ de possibles. Et par exemple, après quelques rencontres, on m'a proposé de créer le festival alimentaire avec SOS Faim. Enfin, c'est SOS Faim qui l'a créé. Moi, je les ai aidés à cibler les entreprises et certaines écoles. Et honnêtement, ça s'est fait comme ça de façon artisanale, un peu impulsive. Ça existe en France, en Belgique depuis 20 ans, et là, c'est beaucoup plus assis. En France, ça touche 100 millions, 100 000 personnes, donc c'est beaucoup. Mais on a touché pas loin de 2000 personnes à Luxembourg sur une première édition, faite comme ça, un peu au gré du vent. Et le résultat, il était super fort. Donc, des documentaires suivis d'un débat. Ça, déjà, c'est super. Mais ce que j'ai trouvé super dans le festival aussi, c'est que justement, toutes les ONG qui, de près ou de loin, tournent autour de l'alimentation durable, elles ont toutes été partenaires du festival. Et du coup, mon désir de parler d'une seule voix au niveau national, au même moment, pour que ça ait de l'impact, bah là, c'était vraiment super fort. Et puis moi, en touchant les entreprises, bah on a du coup aussi touché un public non averti et ça, c'est toujours très difficile et donc c'était super. Et aussi ce pont qui n'est pas si évident à faire entre le monde des écologistes traditionnels, les ONG, la société civile et l'entreprise. Et ben ça s'est fait avec une vraie volonté, une réflexion pour passer au-delà des préjugés et avoir cette convergence. Donc oui, il s'est passé déjà plein de choses. Et là, on travaille sur la deuxième année et on reprend la même recette, mais on a encore plus d'ambition. Une deuxième fois, tu me fais très plaisir. Tu parlais d'artisanal. Alors franchement, vu de l'extérieur, ça ne semblait pas du tout artisanal. Permets-moi de te le dire. Je trouvais que c'était très structuré, extrêmement riche et ça touchait effectivement un public assez vaste. Le programme était vraiment complet. Merci. Donc bravo pour cette première édition qui touche d'office 2000 personnes. C'est waouh quoi. Ça fait plaisir à entendre. Alors, justement, j'allais te poser la question suivante, qui était souvent les gens me disent, oui, j'ai peur de prendre la parole, et dans cette peur de prendre la parole, il y a souvent la notion de l'isolement, la peur d'être rejeté, la peur de se retrouver seul face aux autres ou de ne pas être entendu. Donc, c'est loin d'être ton cas, on l'a bien compris. Comment est-ce que progressivement, mais quelque part, peut-être tu vas juste ajouter quelque chose parce que tu nous l'as déjà un petit peu raconté, réussi à créer cette communauté autour de tes convictions. Donc tu as parlé de LinkedIn, tu as parlé de ce festival alimentaire, est-ce qu'il y a encore eu d'autres? Et puis tes contacts en one-to-one. Donc ça nous fait bien penser que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, en fait, euh, finalement, c'est ma période de transition. Je me suis isolée, j'étais dans ma chrysalide. Et en fait, quand j'ai trouvé ce sujet qui était tellement cher à mon cœur et que j'ai pris la parole, en fait, ça m'a reconnectée au monde, ça m'a redonné envie d'avoir une activité professionnelle, mais ça m'a ouvert un monde bien, bien plus large que celui que je connaissais. J'avais jamais mis les pieds dans une école depuis que j'avais quitté le collège. J'ai adoré ressentir, voir les classes, ressentir les odeurs, voir les professeurs. Donc oui, c'est tout sauf l'isolement qui l'a emporté. Après bon, il y a toujours quand même la peur, elle reste là, la peur d'être rejeté, la peur de mal s'y prendre, parce qu'on n'a qu'une occasion d'ouvrir une possibilité. Et parfois on la trouve pas, on trouve pas le bon angle. Mais voilà, non, au contraire, c'est super riche en relations humaines. Ce qui m'amène à la question suivante, puisque tu viens de parler de cette chrysalide, de ce moment d'isolement qui est peut-être essentiel, nécessaire, comme on a dit préalablement aussi, cette question de la pause. Marie-Béatrice, qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui
hésite à prendre la parole sur des sujets qui lui sont chers, par peur justement de conséquences éventuellement professionnelles ou sociales ou relationnelles, amicales. Vers quoi tu pourrais inviter les gens à aller, à s'engager, ou faire un premier petit pas? Moi, je recommande vraiment un travail sur l'écologie intérieure avant de... Bon, après, le sujet dont tu parles, c'est pas forcément l'écologie, mais disons que on a besoin d'être ancré pour mettre au monde quelque chose qui soit nouveau. On a besoin de faire la paix avec les différentes facettes de sa personnalité. Quand on est en paix, on peut alors écouter les autres, être plus tolérant. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de bien identifier son besoin et ses attentes de résultats. Est-ce qu'elles sont lucides? Est-ce qu'elles sont... Voilà. Pour pas se brûler les ailes inutilement. Et puis enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et qui m'aide toujours, c'est de s'ouvrir d'abord dans son cercle amical ou familial pour voir la réaction. Parce que si on s'interroge sur la prise de parole, c'est qu'il y a une sensibilité, on sait que ça peut être mal perçu, que ça demande du doigté. Et donc, souvent, malheureusement, on connaît que ses propres drivers, ses propres réactions, et entendre la réaction d'un autre, ça peut vraiment aider à affiner et du coup à avoir l'impact qu'on souhaite avoir. Donc, voilà, oui, ça serait mes conseils. Après, tu disais l'écologie intérieure, c'est pas forcément le sujet. Si, dans le sens où c'est pas que de l'écologie pour parler d'écologie, c'est aussi de l'écologie intérieure. On en parlait juste avant, quand on préparait cet épisode. On se disait, si on est trop encore sous l'emprise d'émotions trop fortes comme la colère, la rébellion, on aura effectivement un discours ou une attitude qui sera pas forcément bien perçue par l'autre parce que ce sera empreint de ces énergies, même si on sait que les émotions servent à nous mouvoir, donc à nous faire avancer, d'accord? Et j'aime bien ce que tu dis, cette écologie intérieure, elle est valable pour n'importe quel sujet en réalité. C'est ok, j'ai envie d'aborder une question qui me tient à cœur, mais est-ce que je suis en paix, alors, au sens un peu large du terme, est-ce que je suis capable de prendre un peu de recul, d'être dans l'accueil de ce que je ressens par rapport à ces sujets pour ensuite les transmettre? Je pense que ça, c'est quand même un message important. C'est ça. Mon point, c'est pas de dire il faut toujours être bienveillant et avoir un discours de bisounours. C'est pas du tout ça. On a bien compris. On peut être dans la colère et choisir que c'est l'intention de jeter un pavé dans la mare. Oui. Et voilà, on peut être radical, mais ça doit être une volonté qui sert l'objectif. Voilà. Si on a un objectif de toucher l'autre, il faut faire le travail de se mettre dans les meilleures conditions possibles, individuelles et d'empathie vis-à-vis de l'autre pour avoir le résultat qu'on espère. Oui, parce que ce que tu évoques là me fait penser à cette fameuse soirée avec Timothée Paris qui était venu à Luxembourg, où il y avait, on sentait quand même que dans son discours et puis après dans la table ronde qu'il y avait avec certaines personnes qui représentaient des institutions ici, il y avait ça clashait beaucoup. Mais finalement, je pense qu'il y avait quand même à un moment donné besoin de cet affrontement, de ce débat intense pour que derrière il y ait de nouvelles choses, de nouvelles discussions qui puissent émerger. Donc effectivement, parfois ça peut passer par cette radicalité, cette provocation, je tape du poing sur la table parce que maintenant c'est too much, mais en sachant que derrière on va avoir, comme on disait ça tout à l'heure, un ripple effect, Ouais. et que c'est ça qui va être bénéfique. Si c'est juste pour entrer en collision, bah, chacun repart de son côté avec ses propres convictions, on n'aura rien gagné finalement. Oui. Après, c'est vrai que moi, malheureusement, j'étais pas à Luxembourg ce jour-là, mais tous mes amis m'en ont parlé. Et c'est vrai qu'il y a il y avait une certaine réaction de, on est épouvanté parce qu'il y a tellement d'incompréhension, c'est deux mondes qui se rencontrent pas, et donc c'est stérile, etc. Mais en fait, je vois plusieurs mois après, on en parle toujours de cette rencontre, on parle toujours de la décroissance, et c'est normal qu'un sujet aussi compliqué n'amène pas au consensus à la première rencontre. Évidemment. Mais par contre, on voit bien que c'est loin d'être stérile. Ça nourrit la réflexion, le débat, etc. Et donc, en fait, oui, on est dans l'action. Alors,
Est-ce que toi, tu espères justement une évolution de la prise de parole citoyenne sur les questions environnementales, écologiques, sur l'alimentation dans les années à venir? Oui, 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 j'espère. Bon, après, je pense que la prise de parole, elle doit être collective. La convergence est très importante. Ça repose pas, heureusement, l'écologie repose pas que sur le citoyen, hein. Il faut aussi les politiques, les entreprises, etc. Je pense que le monde a changé. En tout cas, moi, ça m'a frappé quand je suis retournée rencontrer les entreprises. Il y a 10 ans, on parlait pas d'environnement du tout dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a des personnes qui sont dédiées et qui sont très concernées par le sujet. Donc ça, c'est génial. Et donc le vieux monde qui consistait à dire bah, ok l'écologie c'est contre voilà des gens qui sont obtus qui veulent pas changer qui sont dans le statu quo etc. Bah c'est beaucoup moins vrai parce que justement il y a cette mise en mouvement dans toutes les organisations et évidemment au niveau citoyen et du coup bah il faut réadapter à mon avis le discours pour prendre cette nouvelle donne en considération. Donc, je crois qu'il faut essayer d'être pour quelque chose et moins contre quelque chose. Qu'il faut élargir le public, qu'il faut éviter les clivages de façon générale, parce que je pense que la division, ça sert le vieux monde. C'est vraiment contre-productif. Voilà, il faut qu'on se parle. Et donc voilà, toucher un public plus large, toucher un public non averti, euh, toucher l'ensemble de la composante sociétale. Et ça, voilà, je pense que c'est en cours, c'est en chemin. Je vois qu'il y a vraiment une envie. Après, ça, c'est pas facile. Ça implique de créer des ponts, ça implique de connaître les codes. Et puis les préjugés, ils sont dans tous les sens, partout. Donc, voilà, mais je vois autour de moi, je suis vraiment pas isolée dans ma bifurcation. Il y a plein de gens autour de moi qui viennent, entre guillemets, du monde des affaires et qui font ce switch, qui est du coup assez radical quand il arrive, et qui mettent au profit de cette cause tout leur bagage, que ce soit le savoir-être, le savoir-faire, le réseau, et le marketing et du coup c'est assez puissant donc je pense que il se passe plein de choses au niveau citoyen qui va dans la bonne direction. En tout cas, ça donne envie de te suivre, de t'écouter, je te le dis. Alors, pour conclure cet épisode, je te tends une perche. Quel serait ton dernier éclat de voix? Alors mon dernier éclat de voix ça serait aller voir des documentaires. Le documentaire c'est hyper puissant parce que c'est des faits mais c'est l'émotionnel, c'est l'image. Goûter aussi à la cuisine végétarienne, aller chez René Mathieu, faire une expérience sensorielle incroyable, parce qu'on a des résistances physiques, manger c'est hyper important. Et voilà, et peut-être diffuser The Week, pour ceux qui connaissent pas. C'est 3 fois 1 heure et c'est un truc de dingue, ça met tout le monde en mouvement. Ça devrait être dans toutes les écoles, dans tous les ministères et dans toutes les entreprises. On mettra les liens dans les notes de l'épisode. Ah, trop bien. Voilà. Merci, Merci à toi. infiniment, Marie-Béatrice, d'être venue au micro d'Éclat de voix nous donner un bon boost d'énergie pour te suivre. Ah, merci à toi, Anne-Claire. J'ai adoré. Merci. Ah, quelle richesse, hein, cet échange avec Marie-Béatrice. Sa capacité à transformer sa propre transition personnelle en un mouvement qui inspire des centaines d'autres personnes est pour moi une magnifique illustration de ce que peut accomplir une parole authentique et engagée. Gardons quand même en mémoire ce qu'elle nous a offert de très précieux. Cette notion d'écologie intérieure, cet ancrage, cette paix avec soi-même qui est le terreau fertile de toute expression puissante, de toute transformation et de toute mise en mouvement, non pas une de ces mises en mouvement agitées, révolutionnaires, mais posée, efficace, affûtée, aiguisée. D'ailleurs, si vous souhaitez explorer cette connexion profonde entre corps, nature, expression, j'ai une petite
que dis-je, une grande et une invitation très spéciale pour vous. Cet été, rejoignez-moi avec Silvia Sestarelli, prof de yoga, pour une retraite exceptionnelle yoga-écriture dans une magnifique Drôme provençale au cœur de la ferme bio Salam, dans un lieu à couper le souffle. Nous allons vous proposer 6 jours pour explorer une pratique de yoga qui sera le catalyseur de votre créativité, va vous permettre de réapprendre à prendre cette parole avec confiance en puisant dans la sagesse de votre corps. Yoga, écriture créative, marche, vélo, du temps pour soi, tous les ingrédients vont être réunis pour que votre corps redevienne votre plus grand outil d'expression. Évidemment, les places sont limitées pour garantir un accompagnement personnalisé et, attention, roulement de tambour, il y aura un panier surprise pour toute réservation faite avant le 30 mai. Vous retrouverez tous les détails sur le site anneclairdelval.com et je vous remettrai encore les liens dans les notes de l'épisode. Et cet épisode, comme il vous a touché, n'oubliez pas de lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, de le partager autour de vous et de me taguer sur les réseaux sociaux. Parce que chaque étoile que vous ajoutez fait briller un peu plus les voix que nous célébrons tous ensemble. Pour les 15 prochains jours, je vous souhaite des éclats de voix savoureux.